Donc, je vais faire cette présentation. Donc, je vais essayer de gagner un peu de temps, hein. Donc, c'est pour montrer un peu aussi la complémentarité des types de données que l'on propose dans Dynamis entre les données, disons, acquises par mutualisation, les données également gratuites, voilà. Et souvent, les solutions, c'est plutôt apporté par des combinaisons d'images. Donc là, je vais vous faire cette présentation. Il y a un certain nombre d'exemples. C'est loin d'être représentatif de tout ce qui se fait, hein. Donc, je me suis surtout inspiré de ce qui avait été, disons, fait déjà dans le pôle TIA, mais il y en a sûrement d'autres. Donc, je pense que dans la salle, il y aura pas mal d'experts qui pourront compléter éventuellement ou répondre à des questions plus précises. Alors, quand on cherche, disons, à des types d'images par rapport à des types de besoins, il y a plusieurs types de paramètres à prendre en compte, hein. Il y a bien sûr déjà la caractéristique de la zone d'étude, en particulier, disons, ses dimensions et puis les conditions météo sur ces zones-là. Donc déjà, ça peut avoir des effets en termes, disons, de choix sur des critères d'emprise géographique des images, ou également entre optique, qui est sensible, bien sûr, aux conditions d'ennuagement, ou radar. Ensuite, il y a bien sûr les caractéristiques des objets que l'on cherche à observer, hein, les variables à mesurer, éventuellement les dynamiques. Et là, ça va être un peu des choix et des compromis entre les résolutions spatiales, spectrales, temporelles, voire radiométriques. Et un critère auquel on ne pense pas forcément, mais qui est souvent important quand on veut montrer des dynamiques, des tendances, c'est la profondeur temporelle des archives pour pouvoir remonter dans le temps, disons, et modéliser des dynamiques de phénomènes. Et enfin, il y a l'accessibilité des images, donc ça peut être sur des critères de prix. On en a parlé tout à l'heure, Jean-François en a parlé, disons. Il peut y avoir des images commerciales, des images gratuites, bien sûr. Enfin, c'est jamais gratuit, hein. Quand on dit Sentinelle, on dit c'est gratuit, mais bien sûr, ça a un coût pour le contribuable. Mais sinon, après, pour les utilisateurs, donc il peut y avoir des tarifs fournisseurs ou il peut y avoir aussi des tarifs, disons, dans le cas de dispositifs de mutualisation tels que Dynamis, où c'est pas gratuit non plus, mais les coûts sont partagés. Bien sûr, après, les questions de facilité d'accès à travers les portails, hein, et les supports utilisateurs. Et il y a aussi un paramètre qui peut être important, surtout quand on vise de l'opérationnel, c'est la pérennité des missions satellitaires. Euh, Par exemple, on sait que le programme Copernicus avec Sentinel, on est parti quand même pour longtemps. Euh, la pratique montre que les besoins sont souvent couverts par des combinaisons d'images, que ce soit de la multirésolution optique ou bien même des mêmes images optiques avec des caractéristiques un peu similaires, mais le fait qu'on les assemble, qu'on les mette, qu'on les prenne les deux ou les trois, ça rajoute des capacités, disons, d'acquisition. C'est par exemple entre Sentinel et Landsat pour avoir des séries temporelles, disons, plus riches. Ça peut être aussi une combinaison entre optique et radar, ou optique et lidar, ou même optique, radar, lidar. Et enfin, avec l'arrivée du programme Sentinel, ce qui s'est énormément développé, bien sûr, c'est la partie haute répétitivité suivi dynamique. Et là, il y a des travaux maintenant sur la combinaison entre ce type de série temporelle avec la très haute résolution spatiale. Et là, je vous parle que des capteurs, images satellitaires. Il peut y avoir bien sûr aussi en détection d'autres choses, hein, l'aérien, dans le drone. Et puis, il y a également d'autres types de données géolocalisées qui ne sont pas forcément de l'imagerie. Mais là, je vais surtout parler de l'imagerie. Bon, là, c'était juste quelques illustrations, hein, pour montrer un peu cette diversité de résolution selon les capteurs. Sur les résolutions spectrales, on voit bien qu'entre MODIS, par exemple, qui a 36 bandes, et puis d'autres qui sont à 4 bandes, c'est pas la même richesse, bien sûr, mais d'un autre côté, c'est pas les mêmes résolutions. Les autres résolutions sont différentes. En termes de résolution temporelle, là, il y a eu énormément de progrès. Alors, on avait déjà des satellites programmables, hein, comme Pléiades, Spotty-7, par exemple, pour faire des acquisitions un peu à la carte en termes de période. Mais il y a eu bien sûr des satellites qui ont des capacités d'observation beaucoup plus fréquentes, telles que MODIS, ou maintenant l'arrivée de la constellation Planète, par exemple, où on a des capacités journalières, ou d'autres qui sont entre quelques jours comme Sentinel, 5 jours, ou Landsat, 2 semaines et demie à peu près. Donc ça, ce sont des choses qui jouent. Il faut rajouter bien sûr les contraintes nuages, hein, pour la partie optique.
En termes de résolution spatiale, voilà, on passe de résolution entre plusieurs centaines de mètres, comme MODIS, à maintenant quelques dizaines de centimètres, comme WorldView ou Pléiade à 50 centimètres ou Pléiade Neo, comme ça sera présenté tout à l'heure, à 30 centimètres, par exemple, en passant par les résolutions de type 10 mètres, 30 mètres décamétriques, disons, mais très haute répétitivité. Et ce que j'avais dit après, optique radar aussi, bien sûr. Alors ça, c'est juste un exemple, disons, de domaine d'application et de leurs besoins en termes de résolution. Alors, c'est très macro, hein. Les satellites, il faudrait peut-être aussi les actualiser. Vous avez en haut, disons, la résolution spectrale nominale, la résolution temporelle ici sur la gauche, la résolution spatiale en bas, la résolution radiométrique sur la droite, la capacité à séparer, disons, euh, disons dans le niveau de détail de la mesure, hein. Et on voit bien sûr que ben, selon les objets auxquels on s'intéresse, leur emprise spatiale, leur dynamique, les caractéristiques, disons, physiques, biophysiques de ces objets-là, ben, les résolutions, disons, dont on a besoin ne sont pas forcément les mêmes. Et ce qu'il est clair aussi, c'est que l'offre en imagerie satellitaire évolue énormément avec une tendance lourde, disons, vers une amélioration des résolutions spatiales et temporelles, et puis aussi l'apparition de missions de type hyperspectral ou LIDAR aussi au niveau satellitaire. Ça, c'est un autre exemple, donc c'est plutôt en écologie, hein, pour caractériser des niches écologiques, que ce soit animales ou végétales, disons. Ben, selon ce à quoi on s'intéresse, il y a des résolutions, disons, spatiales, des couples de résolutions spatiales temporelles qui sont plus ou moins bien adaptés selon les niches auxquelles on s'intéresse. Alors, quelques exemples d'applications, et c'est là où je dis je suis loin d'être exhaustif et il y en aura sûrement plein d'autres que vous pourrez apporter en témoignage. Donc là, c'est un premier exemple plutôt dans le champ de l'écologie, de la biodiversité, dans le cadre d'un programme national qui s'appelle CARAB, hein, où il s'agit, disons, de caractériser les habitats d'espèces. Donc, il y a un volet qui est couvert par la télédétection et qui permet de produire ce qu'on appelle le fond physionomique, le fond blanc physionomique. Et c'est un zonage sur un certain nombre de critères, disons, combinant détection et écologie. Et ce fond blanc, après, est utilisé sur le terrain par les écologues qui vont faire des relevés phytosociologiques pour caractériser beaucoup plus finement les espèces végétales. Donc, ce fond blanc physionomique, eh bien, il utilise à la fois de la haute résolution, très haute résolution Pléiade Spot 6.7, mais également du temporel avec Landsat ou Sentinel, et on voit bien la complémentarité dans ce cas-là, hein. Et là, on s'en sert, disons, pour produire un certain nombre de variables essentielles de biodiversité, telles que la distribution des écosystèmes, l'occupation du sol, des facteurs d'hétérogénéité aussi, des indicateurs d'hétérogénéité. Et MODIS, lui, apporte, disons, des informations sur la phénologie de la végétation. Voilà. Donc, on voit bien ici la complémentarité de cette approche multicapteur. Et ce n'est qu'un des éléments, disons, cette partie détection, qu'un des éléments, disons, de la cartographie des habitats naturels, le reste étant fait par des relevés sur le terrain. Ça, c'est un autre exemple. Donc, c'est plutôt sur le microclimat urbain, métabolisme urbain, autour des îlots de fraîcheur, des îlots de chaleur, avec, à travers la présence de végétation à milieu urbain. Et donc, selon le degré de finesse, disons que l'on recherche, ben, on pourra utiliser de l'imagerie plutôt couvrante, comme les couvertures nationales Spot 6.7. Donc là, c'est un programme qui a démarré il y a un certain temps maintenant, qui est porté par des agences d'urbanisme, ou après des choses plus fines, où on introduit du Pléiade, comme l'exemple que vous avez dessous, là, à droite, disons, sur l'agglomération de Toulouse. Un autre exemple, toujours dans la même veine, hein, c'est en fonction de la finesse des objets auxquels on s'intéresse. Donc, c'est toujours dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement. Donc là, c'est inspiré de produits du pôle TEIA, hein. Vous avez en dessus le produit annuel tâche artificialisée, qui est produit, disons, à partir de série Sentinel-2, voilà, avec des algorithmes classiques, disons, en traitement d'image.
Et en dessous, vous avez un produit qui est plutôt à l'échelle du bâti lui-même, de l'emprise du bâti lui-même, hein, qui utilise, disons, la série de couvertures annuelles Spot67 accumulées depuis plusieurs années, et là avec des algos plutôt en IA, machine learning. Là, c'est un autre exemple sur de l'occupation du sol fine. Dans ce cas-là, donc c'est un exemple sur La Réunion, hein, où il est utilisé deux types d'images en entrée. Donc l'image à très haute résolution, ça peut être du Spot67 ou du Pléiade, et en dessous des séries temporelles d'images avec un mélange, disons, Sentinel et Landsat. Donc c'est un peu ces volonté un peu d'opérationnalité pour rendre les méthodes un peu plus tout-terrain, mais on prend, disons, tout ce qui est disponible pour s'affranchir, en particulier à la réunion des conditions nuageuses. Et ensuite, ça rentre, disons, dans une chaîne de traitement qui est un peu dérivée de ce qui est fait par le CSBio autour de la chaîne IOTA, donc c'est la chaîne Moringa développée par le CIRAD, et où il y a cette combinaison, disons, THRS pour faire notamment de la segmentation disons, d'objets homogènes, et ensuite les séries temporelles pour produire de l'occupation du sol à différents, disons, niveaux de nomenclature, ok, avec chaque fois, bien sûr, les précisions des différents postes. Alors ça, c'est pour montrer aussi que ces approches multicapteurs, elles soulèvent des questions de recherche au niveau algorithmique, hein. Donc là, c'est regarder un peu ce que peut apporter des approches plutôt par IA, machine learning, dans ces approches multicapteurs. Donc c'est toujours sur le site de la Réunion, où on s'aperçoit dans le diagramme en bas que quand on combine, disons, du multicapteur, du Sentinel-1, Sentinel-2, donc du radar, de l'optique en temporel, hein, avec de la haute résolution, on améliore chaque fois un peu la cartographie des différentes classes d'occupation du sol. Donc, le multicapteur, bien sûr, ça soulève beaucoup de questions de recherche dans la communauté académique. Alors, ici, c'est le produit neige, hein, du Polteia qui est développé par le CESBio avec, disons, la cartographie du manteau neigeux et puis les jours, disons, le nombre de jours d'enneigement chaque fois. Donc là, c'est fait avec, disons, des images Sentinel-2, des séries temporelles avec un indice qui a été développé spécifiquement. Et Pléiade, disons, lui, a servi à la calibration de cet indice-là pour les relations, disons, entre cet indice et le manteau neigeux. Donc là, Simon qui est présent pourra compléter éventuellement s'il y a des questions là-dessus. Là, c'est un autre produit, disons, du Polteia. Donc là, je ne l'ai pas mis en dynamique, mais sinon, ça s'anime, disons, c'est quelque chose qui s'anime avec un certain pas de temps, hein. Ce sont les cartes d'humidité du sol à l'échelle subparcellaire avec une fréquence, disons, quasi hebdomadaire. Dans ce cas-là, l'imagerie radar Sentinel-1 est utilisée, disons, avec des algos d'inversion du signal pour pouvoir accéder à ce niveau d'humidité des sols. Et l'optique Sentinel-2, lui, ce qu'il apporte, c'est l'indice de végétation, qui est un paramètre d'entrée de l'algo d'inversion et qui est utilisé pour deux choses, à la fois segmenter, disons, les surfaces agricoles et également simuler la contribution de la part végétale au signal radar total. Donc là, pareil, Nicolas, je pense, est dans la salle, donc peut-être Mérez aussi, donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Là, c'est un produit forêt. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en forêt. Donc là, c'est un exemple de ce qui avait été fait aussi dans le Polteia sur la biomasse Guyane par diffusion, disons, dans ce cas-là, de données lidar spatiales, radar et optique, couplées avec aussi des données environnementales. Donc, c'est des estimations de la biomasse en tonnes hectares, disons, sur la forêt guyanaise. Et autre chose aussi, en fait, il peut y avoir également des intérêts à combiner, disons, des images de capteurs différents pour, disons, pour produire des objets d'intérêt un peu plus générique. Donc là, c'est ce qu'on appelle les travaux en super résolution. Alors, ça se fait déjà quand on fait par exemple avec du Pléiade ou du Spot 67, quand on combine le panchromatique par exemple et le multispectral,
on peut faire de la super résolution. Là, c'est de la super résolution en combinant, disons, des capteurs différents. Donc, vous avez en haut un exemple de produit Sentinelle classique à gauche à 10 mètres. Et puis à droite, ces mêmes images qui ont été, disons, super résolues en introduisant de l'imagerie, disons, Spotty7 qui viennent des couvertures nationales. Voilà. Donc, on n'est pas là dans le Sentinelle, disons, nouvelle génération, disons, haute résolution, donc qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. C'est différent, bien sûr, c'est pas, c'est pas le même niveau, mais en attendant, ça permet quand même d'améliorer significativement la résolution spatiale des images Sentinelle. En dessous, vous avez des approches un peu similaires entre Sentinelle et Planète, avec, disons, différentes résolutions. À droite, ça va jusqu'à du Sentinelle, disons, à 2,50 m. Okay. Et je vous donne un dernier exemple, disons, en termes d'algorithmie de ce qui se fait en ce moment. C'est de la reconstruction d'images nuageuses par fusion, disons, entre optique, soumise aux contraintes d'annuagement, hein, et puis et du radar. Donc là, pareil, c'est des travaux de R&D actuellement qui sont menés par le CNES, INRAE et puis le CIRAD, et qui permettent, disons, alors bien sûr, ça évacue pas complètement, disons, la question des nuages, mais en tout cas, ça permet de résoudre en partie ce problème-là. Voilà, et on exploite, disons, la capacité des images radar, bien sûr, à être insensible aux couvertures nuageuses. Voilà, donc c'était un dernier exemple. Donc tout ça pour vous dire que quand on vise de l'opérationnel, je pense que c'est quand même de plus en plus le cas dans la communauté des utilisateurs finaux Dynamis, et puis il y a de plus en plus aussi dans la communauté scientifique la volonté d'aller vers la proposition de produits de services à caractère opérationnel. Donc c'est clair que souvent ça passe, disons, par ces combinaisons multicapteurs. Concrètement, pour Dynamis, ça veut dire être capable d'apporter un bouquet, disons, d'images avec des résolutions et des conditions d'accès complémentaires. Et ça veut dire aussi pour la communauté scientifique la capacité à développer, d'y exploiter ce potentiel-là. Et ça veut dire aussi pour les communautés d'utilisateurs finaux à ne pas se brider par rapport à du monocapteur, mais vraiment partir de leurs besoins. Et puis après, c'est dans cette réflexion besoin, disons, solution, qu'il faut avoir en tête, disons, cette capacité à faire du multicapteur. Voilà. Et d'autres types de données autres que de l'imagerie, bien entendu, notamment ce qu'on appelle de plus en plus du contributif, hein, où on va apporter, disons, des contributions d'acteurs non spécialisés en télédétection.